mais aussi parce que quand on touche à la question du temps de travail, on ne touche pas simplement au temps de travail qu'effectuent ceux qui travaillent, mais derrière ça, il y a aussi la question de l'emploi. Et moi, je continue à penser qu'il faudrait qu'on travaille moins dans les entreprises pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, qu'on soit dans le secteur public ou le secteur privé, pour que tout le monde est à l'extérieur est un travail. Et à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui attendent un emploi, plus de 5,5 millions. Ça s'appelle le partage du temps de travail et ça passe par la réduction du temps de travail. Alors attendez, donc, les 35 heures pour vous, c'est un acquis ? C'était pas un acquis, il y avait malheureusement un vice de fabrication dans la loi Aubry. À l'époque, on nous avait dit, c'est la fameuse formule, déjà à l'époque, c'était gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on fait les 35 heures, mais en échange, on accorde la flexibilité et l'annualisation. Et ça, depuis, on a permis au patronat de pouvoir s'en emparer. Et aujourd'hui, on aboutit à quoi ? On revient sur les 35 heures, non pas pour revenir sur l'annualisation, mais pour revenir sur les 35 heures en tant que est-ce que vous diriez que c'est une réussite, les 35 heures ? À l'époque, non, je vous dis, il y avait ce... Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, ce qu'il faudra, c'est une vraie réduction du temps de travail. C'est établir le temps de travail à la hauteur de ce qui permettrait à chacun d'avoir un emploi. Quel est le bon chiffre ? J'en sais rien. Si c'est 32 heures, ça doit être 32 heures. Je sais que je vais à contre-courant de ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Si vous regardez ce matin, Emmanuel Macron, il doit être en train de s'étouffer avec son café. Ça va. Je pense qu'il doit se marrer parce que de toute façon, pour lui, tout ça est très très loin. Mais à la limite, c'est pas mon sujet de préoccupation premier. Ce qui m'inquiète, c'est l'opinion. C'est qu'on est... Et j'aimerais simplement faire appel au bon sens. Est-ce que c'est logique qu'on ait accord après accord, cette espèce de chantage qui consiste à dire si vous voulez garder votre emploi, votre usine, votre entreprise, il va falloir travailler plus longtemps en étant moins bien payé, alors qu'à l'extérieur, il y a des tas de personnes qui attendent de vouloir travailler. Et pourquoi vous parlez de chantage ? Puisque là, il s'agit de consulter les salariés, les syndicats. On la connaît, l'histoire de la consultation, moi je la connais, libre et démocratique, avec un grand référendum à la clé. Écoutez, vous savez, je croyais qu'on avait été vaccinés par exemple de Continental. Les salariés de Continental, c'est Xavier Mathieu qui le rappelle régulièrement, avant de voir leur usine fermée, avaient eux-mêmes accepté ce type d'accord. Pourquoi ? Parce que vous avez un pistolet sur la tempe, on vous dit, écoute, est-ce que tu préfères qu'on t'arrache le bras ou plutôt qu'on t'arrache la tête ? Alors évidemment, quand on a une discussion de ce type-là, on choisit. Ce qui n'empêche qu'une fois qu'on a consenti au sacrifice, c'est arrivé de nouveau à Smart, et en général, il n'y a pas de garantie pour autant du point de vue de la production et de l'emploi. Macron, c'est devenu la tête de Turc, non, de la Oui, gauche. c'est pour ça que c'est tentant, c'est super tentant, mais il ne faut pas en faire plus que ça, quoi. Voilà. Parce que derrière, il y a un système. Moi, ce qui m'intéresse, il est dans un gouvernement, dans un exécutif, et tous ceux qui s'y trouvent assument cette orientation politique-là. Et c'est un peu facile d'envoyer son VRP du démantèlement de l'État social pour dire, voilà, c'est lui, on envoie autant de ballons d'essai. Alors, il y a ce rapport Badinter qui va être remis au Premier ministre aujourd'hui sur le droit du... Ça, c'est plus sournois. Alors pourquoi c'est plus sournois ? Parce que Badinter, c'est... C'est Badinter. Voilà, absolument. Ouais. C'est quand même lourd de légitimité. Et au nom de ça, on regarde les choses un peu différemment. Et pourtant, c'est la même orientation politique dont j'ai en train de vous parler. La même orientation politique. Parce que le Code du travail, c'est pas une petite affaire. Et c'est pas des réflexes corporatistes. C'est que j'entends tellement de baratins, d'absurdités et au fond, autant d'insultes sur ce que représente le droit du travail aujourd'hui, qu'en effet, il y a un grand débat qui va s'amorcer. Qu'est-ce qu'il dit, Robert Badinter ? Déjà, il dit qu'il faut réduire ce code du travail. Déjà, il commence par mentir. Qu'il y a trop d'articles. Voilà. Ça. Il est obèse. C'est ça ? 8000 articles. Ouais, je vous rappelle que c'est le code le plus léger parmi tous les codes qui existent en France. Comparé par exemple en l'absence de législation de ce type-là, c'est-à-dire une législation spécifique, parce que le code du travail, c'est ça que ça signifie. On a par exemple aux États-Unis, dans le droit civil, un code qui fait 36 000 pages, c'est-à-dire beaucoup plus. Et surtout, on oublie de dire que dans cette édition qui fait 3000 pages, il y a pour l'écrasante majorité, d'abord et avant tout, des commentaires. Ce qui représente ce qu'on utilise dans les... non, mais je le dis parce qu'on oublie de le dire. Dans les prud'hommes, aujourd'hui, ce qui sert, c'est une dizaine de lois, pas plus. C'est 1/6 du Code du travail. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Et ça a été arraché d'année en année par des mobilisations, par des nouveaux thèmes qui sont liés à la crise économique. Donc on va quand même pas me faire croire qu'à l'heure que la crise économique est majeure, qu'il y a de plus en plus de chômage, de précarité, d'inégalité, qu'on vient de nous dire que la souffrance au travail est un vrai sujet, à ce moment-là, on va faire quoi ? On ne va pas l'alléger, on va le revoir avec des formules que je connais. C'est-à-dire que les formules un petit peu trop autoritaires vis-à-vis des grands employeurs, on va les reformuler. Robert Badinter, il ne va pas démanteler le SMIC, il ne va pas démanteler... C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, on va voir d'abord ce qui nous sort, bien entendu. On ne va pas lui faire l'offense de parler à l'avance avant d'avoir lu ce qui a été écrit. Mais quand on commence à me dire on ne va pas toucher au SMIC, rassurez-vous, je me dis tiens, c'est marrant. Dans le Code du travail, il n'y a pas que ça. Donc j'aimerais voir ce qu'on va changer. Et notamment cette formule, parce que vous savez, derrière des mots, on change beaucoup de choses. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé ce week-end à Calais. Et on va juste avant écouter le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Ce travail a permis de rétablir la sécurité sur le port, de procéder à l'évacuation du navire qui était occupé. Elle a également permis des interpellations en nombre. 6 migrants et 2 no-boarders passeraient en comparution immédiate. J'ai par ailleurs donné des instructions pour que les no-boarders qui ont participé à ces opérations fassent l'objet d'une expulsion. Les no-boarders. Vous soutenez qui, vous, dans cette affaire? Les migrants. Les migrants. Voilà, et j'espère qu'on va libérer les migrants immédiatement. Parce que vous savez, des actions dans le cadre de manifestations, non pas des dérapages et des débordements, contrairement à ce que j'ai lu, on en voit partout. Et c'est marrant, cette espèce d'esprit sélectif qu'ont les gouvernants et la classe politique. Quand les agriculteurs font leurs actions, j'entends personne s'émouvoir de quoi que ce soit. Dès qu'on touche aux migrants, voilà. Et quel est le problème? C'est que M. Cazeneuve... Ça vous choque quand c'est les agriculteurs, parenthèse? Non, en général, moi, vous savez, je soutiens les gens quand ils se mobilisent, mais justement, je ne fais pas ce tri sélectif-là. Précision. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce gouvernement, M. Cazeneuve, en l'occurrence, qui est responsable d'une double situation, c'est-à-dire à la fois la non-assistance à population en danger, parce que ce qui est en train de se passer à Calais, c'est pas rien. 6 000 personnes qui vivent dans des conditions absolument indignes et ignobles, ça a été souligné par d'autres que moi, heureusement. Mais dans le même temps, on en fait un point de crispation, un point de cristallisation, c'est-à-dire que la promiscuité entre les migrants, d'abord, et puis avec la population de Calais, ça va devenir insoutenable et ça va mal finir. Si on fait rien, ça va mal finir. Et il y a des associations qui, depuis le départ, réclament quand même des mesures de bon sens, c'est-à-dire qu'en termes d'accueil, on mette les vrais moyens. Donc la fameuse fermeté de M. Cazeneuve, moi j'aimerais qu'il utilise 1/10 de cette fameuse fermeté pour appliquer ce qu'on attend, c'est-à-dire que chacun est un accueil. On est en 2016. En 2016, aujourd'hui, quand on construit des bâtiments ou un chantier, on est capable de mettre des préfabriqués en quelques heures. Même l'armée, en 48 heures, elle pourrait régler le problème en termes de logistique. Oui, de logistique. Donc ça, c'est la solution d'urgence. Mais le problème de fond, c'est quoi? C'est les accords bilatéraux passés entre l'Angleterre et la France. Et c'est ça qu'il faut revoir. Et c'est ça que je réclame ce matin. Revoir le protocole de Sangatte. Revoir l'accord qui a été signé au Touquet. Il y a des articles, notamment, qui sont dans le collimateur des associations depuis le début, parce qu'elles sont contradictoires avec le droit d'asile. Enfin, quand même, on vit dans une société où l'extrême droite fait beaucoup de voix, où ce qu'on entend, c'est dire on en accueille de trop. Mais ils font quoi, les migrants à Calais? Ils veulent partir. Ils veulent partir, Ils veulent absolument. pas rentrer. Mais c'est pour ça Ils que la veulent situation est complexe, hein, et qu'elle n'est pas simple comme ça. C'est pas comme si on pouvait... ils veulent partir, ils ne veulent pas rester à Calais. Et alors pourquoi on ne les laisse pas partir? C'est la question que je vous pose. Pourquoi on ne les laisse pas partir? Ça ne dépend pas que de la France, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais enfin, les accords bilatéraux dont je vous parle, la France l'a signé. Le gouvernement l'a signé, parce que c'est des accords qui ont été revus à maintes et maintes reprises. L'article 4 du protocole de Sangatte, l'article 9 de l'accord du Touquet, c'est ça qu'il faut revoir ce matin, c'est ça que réclament des associations. Tant qu'on aura ça, on aura ce contexte politique qui, en effet, une espèce de bombe à retardement. Que pensez-vous de l'état d'urgence qui devrait être prolongé, donc au-delà de fin février? C'est que... Je souris, je ne devrais pas sourire, parce qu'on parle de 3 mois. Mais M. Valls, je ne sais plus dans quelle interview, récemment, nous a dit qu'il faudra l'état d'urgence tant qu'on n'aura pas eu la fin de Daesh. Enfin, c'est pas tout à fait... à quelques mots près, c'est ça. Si c'est ça, c'est perpétuité, M. Toussaint. On en a pour perpète. C'est-à-dire qu'on passe de l'état d'exception qui se transforme en règle, la règle devient permanente, et on passe à perpète. Parce qu'avec la politique que mène le gouvernement, soi-disant contre le terrorisme, je peux vous dire une chose, c'est qu'on en a pour très longtemps. Parce que la politique sécuritariste en France, ou la politique va-t-en-guerre dans ces pays-là, ne feront jamais partie de la solution, parce que depuis le début, elles font partie du problème. Il va falloir qu'on se le dise. Il y a des bases matérielles à l'existence de Daesh. Daesh, avant d'être un dossier syrien, a été un dossier irakien, qui était lié à une intervention militaire occidentale, celle de la guerre des États-Unis en 2003. Oui, et la France était contre. Hein. Oui, mais il y a eu un deuxième acte fondateur en Syrie. C'est l'attitude coupable des puissances occidentales vis-à-vis de la révolution syrienne, à commencer par la France. On a laissé crever les révolutionnaires syriens qui s'attaquaient à Assad pendant des mois et des mois, qui réclamaient des armes pour pouvoir se défendre. Et on est passé du tout au rien, ou plutôt du rien au tout. C'est-à-dire que tout à coup, on n'a rien fait, puis on a dit maintenant on va faire des frappes militaires occidentales. C'est pas ce que réclament les combattants sur place, et notamment les combattants kurdes. Donc il y a une mesure concrète, par exemple, qu'on pourrait faire. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous faites? Ceux qui luttent contre Daesh, par exemple, à Kobané, ils font partie d'une organisation révolutionnaire qui est liée au PKK. Le PKK, c'est une organisation révolutionnaire kurde. Le PKK figure sur la liste des organisations terroristes. Ce que peut faire le gouvernement, c'est lever le PKK de la liste des organisations terroristes. Le gouvernement Erdogan, c'est un secret de polichinelle, ferme ses frontières aux combattants du PKK, les ouvre aux djihadistes. Monsieur Erdogan, on lui déroule un grand tapis rouge. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie. L'état d'urgence, c'est pour protéger la population au quotidien. On a vu que hier soir, Daesh a publié une vidéo d'ailleurs effroyable, dans laquelle il y a à nouveau des menaces très directes, très concrètes contre la France. L'état d'urgence ne permet pas de se protéger contre cela? Non.
C'est un alibi extraordinaire. Vous savez, il y a une campagne unitaire qui nous regroupe aujourd'hui sur l'état d'urgence. On ira manifester d'ailleurs samedi prochain à 14h à République. Et le syndicat de la magistrature répète régulièrement que tous les actes concrets qui ont été pris par la police et la justice après les attentats du 13 novembre étaient possibles sans le décret de l'état d'urgence. Que ce soit les assignations à résidence, que ce soit les perquisitions administratives, y compris nocturnes, les interdictions de manifestation, tout ça était possible, je le dis bien malheureusement, même sans le décret d'état d'urgence. Donc, je dirais, l'objectif est ailleurs. L'objectif, c'est de nous accoutumer à vivre dans une société sécuritaire, où on a peur, où on s'empêche de réfléchir, puisqu'on a même eu cette formule extraordinaire de M. Valls. Mais quel est l'intérêt? C'est quoi le complot, là? Je comprends pas. Non, moi, vous savez, je ne suis pas là-dedans. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi nous habituer? Pourquoi tout ça, c'est tellement plus simple que ça. C'est un leurre. Pourquoi nous habituer? Quel est l'intérêt du gouvernement à nous habituer à vivre dans une société sécuritaire? Parce que quand on vit dans ce type de société-là, pendant ce temps-là, on ne parle pas du restant. On nous parle de trêve sociale. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas un conflit, c'est pas un complot. C'est la trêve sociale. Et je vous pose la question, qui respecte cette trêve sociale? Est-ce qu'il y a un seul plan de licenciement qui a été empêché? Est-ce que les salariés de Goodyear qui ont été accusés de séquestration ont été empêchés d'aller, par exemple, dans leur peine en prison? Est-ce que le Sénat s'est empêché de voter après les attentats l'augmentation, le report de l'âge légal de la retraite, alors quand bien même qu'un rapport vient nous expliquer que l'espérance de vie est en train de diminuer en France depuis 69, c'est une première. Il n'y a aucun mauvais coup de ce côté-là qui a été empêché, et à nous on nous dit trêve sociale. Celle-là, c'est la meilleure. Donc si c'est la trêve sociale, c'est la trêve pour tout le monde. Ouais. C'est malheureusement pas le cas. On vit dans une société où on nous accoutume à la peur. La peur est mauvaise conseillère. Et pendant ce temps-là, en effet, on a des dossiers de taille dont on a parlé ensemble il y a quelques minutes. J'aimerais savoir aussi si vous allez lire le livre de Nicolas Sarkozy. Je vais l'apprendre par cœur, bien entendu. Mais c'est pas exclu que je le choure en librairie, si c'est le cas. Ah non! Non, faut pas le faire. Ah non, c'est pas bien. Non, ce serait pas bien. C'est quoi cet exemple que vous donnez? Non, c'est quel exemple à la jeunesse? C'est tant que la jeunesse se rue en masse pour le faire. Non, franchement, je vais pas le lire. J'entends ce qui se dit ici et là. J'ai lu son plaidoyer extraordinaire, touchant. Non, et il est pas sûr de revenir. Ouais. Je vous le dis. Ouais. Parce que vous n'avez pas l'air de le croire, mais il n'est pas sûr de revenir. Non, c'est vous qui me faites rire. Alors, je ne devrais pas rire d'ailleurs. Mais attendez, par exemple, il dit qu'il ne reviendra pas sur le mariage pour tous. Vous saluez ce geste, par exemple? Oui, écoutez, les promesses de Sarkozy, c'est comme les promesses de Hollande. Qui peut encore y croire? Non, mais de toute façon, ce match retour, personne n'en veut. Donc, c'est un. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom du renouvellement? On est saoulés. Ouais. C'est tout. On est tous saoulés. Enfin, je veux dire, là, 2017, ça s'annonce comme Il n'a pas le droit de se présenter. mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pas de souci. Vous-même, combien de fois vous êtes présenté à la campagne? Deux fois. Non, mais vous savez, à chaque fois, vous auriez pu, il m'a manqué quand même 46% des voix pour être élu. Donc, mais au bout de la première, vous auriez pu dire, j'y retourne pas. Vous y êtes retourné. Non, mais j'ai expliqué quand même que j'étais pas l'éternel candidat d'extrême gauche aux élections. Voilà. Mais bon, ceci étant, voilà, je vous dis, en plus, je n'empêche pas de se présenter, mais on n'a pas envie de ce match retour parce que c'est pas la seule, c'est une des illustrations de la crise politique dans laquelle on est en train de vivre. 2017, ça s'annonce comme un grand chaos politique pour l'instant. Voilà. Donc on a le droit d'espérer plutôt un Big Bang. Il y aura un candidat du NPA? Ça, on va en discuter fin mars. Moi, je pense que... Il n'y a pas tellement de suspense, il y aura un candidat. On va faire en sorte qu'en tous les cas, on puisse faire entendre une voix qui est celle du rassemblement des forces anticapitalistes et surtout de cette voix particulière qui est l'idée qu'il faut se représenter nous-mêmes sans passer par les politiciens professionnels, parce que c'est ça le cœur du problème. C'est qu'on est tous des millions à se dire finalement les politiciens ne nous représentent plus, mais à chaque fois on nous demande de le faire à notre place. Donc nous on essaye de faire, au NPA en tous les cas, fait de dire écoutez, si vous croyez ça, essayez de vous représenter vous-même, c'est-à-dire sans passer par la case politique traditionnelle, professionnelle. Et sur ça d'ailleurs il y a des mesures concrètes, pas simplement l'interdiction du cumul des mandats, ce qui est nécessaire. Ouais. Il faudrait par exemple instituer la rotation des mandats, pas faire plus de 2 mandats au cours de sa vie, et ensuite on retourne au boulot. Et il faudrait, ça c'est une mesure aussi très concrète, plafonner la rémunération des élus. Il n'y a pas de raison que les élus qui sont censés nous représenter, qui sont censés représenter la majorité de la population, gagnent plus que ceux qui sont censés représenter. Il y a une primaire au NPA? Comment ça se passe? Non, nous, on n'est pas dans le casting. On s'intéresse plutôt au scénario, d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait une primaire de toute la gauche qui était appelée... La présidentielle, c'est un candidat, donc il faudra bien qu'il y ait une personne un nom sur un bulletin. Ça ne m'avait pas échappé, même à deux reprises. Mais vous savez qu'on prend le problème à l'envers. J'insiste là-dessus. Donc voilà. Et je dis à tous ceux qui s'intéressent au casting avant de s'intéresser au scénario, qui vont se planter. Parce que là, derrière... Non, mais juste le processus, ça se passe comment? Le processus, c'est des plateformes qui peuvent s'exprimer dans le cadre d'un espèce de mini de congrès, mais sur les orientations, pas sur les individus. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et au final, on choisit quelqu'un. Mais qui choisit? Le congrès, les militants. Les militants. Bien sûr. Bien. Un mot encore sur ce qui va se passer demain.
une grande journée d'action dans la fonction publique, l'éducation nationale, évidemment, ça va provoquer évidemment pas mal de perturbations. Vous allez soutenir ce mouvement ? Ouais, moi je serai en grève parce qu'il y a aussi un préavis qui est déposé à la Poste. Ça ne concerne pas, j'essaie d'insister là-dessus, que c'est pas un conflit catégoriel, ça ne concerne pas que la revalorisation de l'indice des fonctionnaires qui n'a pas été revalorisé depuis 2010, ceci étant, ça concerne aussi les effectifs et l'idée qu'on a des services publics, puisqu'il y a en effet la réforme des collèges, et derrière tout ça, il y a un point commun, c'est qu'on a tous remarqué que que nos impôts ne diminuaient pas globalement, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. L'argent de nos impôts, théoriquement, sert à financer les services publics. Or, des services publics, il y en a de moins en moins. L'argent de nos impôts sert à autre chose, à financer les entrepreneurs. Et derrière les entrepreneurs, derrière cette espèce de vocable fourre-tout, on donne d'abord de l'argent aux plus grandes entreprises pour soi-disant créer de l'emploi, et de l'emploi, il n'y en a toujours pas.